Salut l'équipe, les interviews First Team reprennent parce que vous le savez, c'est déjà la fin de saison pour certains. Et aujourd'hui, je suis avec une vieille connaissance puisque c'est la deuxième fois déjà cette année que je me retrouve en bugne à bugne avec lui. C'est mieux qu'un contre un sur un terrain. C'est Zachary Rizaché qui est de passage dans les studios First Team. Comment ça va, Zachary? Ça va et toi? Bon écoute, là, on s'est vu à Vegas la dernière fois. C'est un autre contexte, mais on est pas mal. Cette fois-ci, on est chez nous. Bienvenue. Merci. Ouais, c'est un autre contexte, mais non, très heureux d'être ici. Bon, on va prendre de tes nouvelles déjà. Comment ça va? Ça va. Avec ce début, avec cette fin de saison un peu prématurée. Écoute, ça fait partie du jeu. Bien évidemment, très déçu de ne pas avoir au moins pu accrocher une place en play-off. Mais il faut voir le bon côté des choses. J'ai pu rentrer en France et me reposer après une saison très éprouvante où il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir pris énormément d'expérience. Donc non, que du positif et ça, mine de rien, ça a motivé tout l'été et non, on va rebondir très vite. Avant de revenir évidemment sur cette longue longue saison avec les Hawks et certainement avec cette fin un petit peu douloureuse, t'es à Paris pourquoi? Explique-nous pourquoi t'es à Paris, parce que t'es pas là que pour venir faire des interviews First Team, t'es aussi là pour venir soutenir ta sœur qui joue une finale de Coupe de France. C'est ça, donc désolé, mais la première raison, c'est bien évidemment pour voir ma petite sœur jouer la finale de Coupe de France U18 demain à Bercy. Donc non, j'ai une des bonnes choses aussi d'avoir pu rentrer aussitôt, c'est que je peux voir et encourager ma sœur. Et puis à l'occasion, voilà, j'ai pu passer vous dire bonjour. Parce que certains ne le savent peut-être pas. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont focus sur l'NBA, mais ta petite sœur est assez précoce. Elle a commencé en pro très jeune. Elle est dans le groupe élargi de l'EDF pour la préparation à l'Euro. Parlons un petit peu de la relation que vous avez. Tous les deux, vous êtes en train de grandir ensemble dans votre carrière de basketteur. Ouais, c'est génial. J'ai l'impression que voilà, j'ai toujours entre guillemets eu 2 ans d'avance et je suis content qu'elle ait pu s'inspirer de moi et pour moi toujours avoir pu être là pour la guider, mais d'un autre côté je vois qu'elle fait son propre chemin toute seule et ça me rend fier et elle rend fier toute la famille elle aussi. Elle a fait un Hoop Summit, elle a brillé plutôt en plus aussi. Ouais, t'as suivi ça? Ouais, j'ai suivi ça. En plus c'était beaucoup plus facile pour moi de suivre le Nike Hoop Summit que les matchs de saison régulière, parce qu'avec le décalage horaire, c'était plus simple pour moi, Portland que Lyon. Mais non, elle a montré des belles choses et c'était génial de l'avoir dans ce registre-là que moi j'avais eu l'occasion de faire 2 ans auparavant. Donc non, je sais qu'elle s'est éclatée toute la semaine à l'entraînement et qu'elle a montré des choses très, très intéressantes sur le match. J'ai pas de souvenir d'avoir fait de souvenir d'un frère et d'une sœur qui ont fait le Hoop Summit. Ça me dit rien. C'est dans les commentaires si vous avez, parce que je sais que vous êtes des incollables. Si vous avez un frère et une sœur qui ont participé au Hoop Summit, pas ensemble, hein, mais en tout cas avec des années différentes, ça me parle pas. Donc c'est une première quelque part. Ça se trouve c'est une première. Ouais. Faut regarder ça, mais non. Ouais, je suis juste content pour elle, en vrai. Dans la famille Rizaché, donc il y a Zachary, numéro 1 de draft, joueur NBA chez les Atlanta Hawks. Il y a la sœur qui joue à Lasvel, qui est internationale. Et il y a le papa, Stéphane, médaillé d'argent à Sydney, grande carrière en France, champion de France, on s'en souvient, avec le PSG Racing à l'époque, passé par Malaga, passé par l'Olympiakos. Parlons un petit peu de cette... On embrasse évidemment Sandrine, qui est plus dans le côté médiatique, la maman. Parlons un petit peu de cette filiale, de cet ADN basket dans la famille. Comment ça se passe entre ta petite sœur, ton père, les discussions que vous avez? Bah, en vrai, comme tu l'as dit, mon père, il a eu une belle carrière en Europe. Et quand moi je suis né, le basket était là, quoi. Donc ça a toujours fait partie de mon quotidien. Et que ça soit quand on était en Espagne où il a joué de nombreuses années, ou à Chalon-sur-Saône. Non, le basket, ça a toujours fait partie de notre vie. Et là, entre guillemets, j'ai l'impression que on peut se poser la question avec la pression ou pas la pression, ou comment c'était dans le foyer. En fait,
j'ai jamais ressenti aucune forme de pression parce que c'était juste notre vie en fait. On parlait quotidiennement de basket, c'est ce qui nous unissait, c'est ce qui nous rapprochait. Voilà, même les entraînements, j'ai des souvenirs des entraînements dans le fond du jardin où bah, c'était pas toujours facile et des fois bah, on s'entraînait dur, mais t'as toujours été sain c'était toujours c'est toujours un plaisir d'abord. Et au final, bah, très vite, j'ai été dans voilà, j'ai posé des questions. Très vite, mes rêves d'aspirer à une carrière en NBA et une carrière professionnelle en équipe de France, etc. Très vite, ça s'est dessiné. Et très vite, j'ai pu bénéficier de ces conseils d'anciens joueurs pro et ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai baigné dans ça en grandissant et je pense que c'est là où j'ai pu avoir un avantage en rentrant dans le parcours professionnel. Ça veut dire que j'avais les bonnes habitudes, même là en NBA, je suis un rookie, mais j'ai l'impression que avec mon expérience aussi en France, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir avoir ce temps d'avance. À quel âge tu as battu ton père pour la première fois? Bah, je sais pas si t'as la réponse. Ah non, je l'ai pas. Ok. Bah, Donc, on est proches, mais je suis pas cousin non plus, donc j'ai pas toutes les infos de la famille Rizaché. Oui, mais mon père parle beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça, il m'a pas dit. T'as besoin de proches pour. Non, j'avais pas la réponse. l'histoire. C'est pas un piège, c'est pas un piège. Okay. Donc non, l'histoire qui est drôle. Donc, je rentre. Avant de rentrer à Lasvel, donc centre de formation, j'ai 15 ans. Non, je viens d'avoir 15 ans. On fait un contrat au poste, parce que c'est lui qui décidait des règles. Post-up, et il me bat 20-18. Après, il est blessé pendant 2 semaines, il peut plus trop jouer. Et il a senti le truc venir. Et on n'a plus jamais refait un contrat depuis. Ça veut dire qu'en gros... Tu l'as jamais battu. Ah, il est bon, ils sont bons les anciens. Ils sont bons les anciens. Bon voilà, en tout cas c'est bien d'avoir un petit peu ton histoire aussi familiale, parce que des fois les gens ne savent pas qui était ton père, ne savent peut-être pas aussi qu'il y a une petite sœur qui arrive derrière. Donc nous on aime bien remettre un petit peu les choses dans le contexte et de savoir, parce qu'il y a de plus en plus de familles. On pense évidemment au Rupert, on pense évidemment aussi au Salin, j'en oublie certainement plein. Vous ne m'en voulez pas, mais voilà, il y a de plus en plus de fratries dans le basket français. Je voudrais qu'on vienne sur cette saison quand même NBA. C'est la fin de ta première saison NBA. On s'était vu à Vegas. Qu'est-ce qui a changé depuis Las Vegas en 4-5 mois et demi? Est-ce que tu es déjà devenu un autre joueur presque? Ouais, je pense être devenu un autre joueur. Je pense avoir progressé. Et une saison NBA, on joue tellement, on voyage tellement. J'ai l'impression d'avoir pris énormément d'expérience en l'espace de quelques temps. Comme tu l'as dit, ça fait que 4-5 mois qu'on s'est vu à Vegas, mais pour moi, il s'est passé tellement de choses que ce soit dans ma vie perso ou sur le terrain, voilà, j'ai l'impression de grandir, de m'affirmer, de me transformer en tant que joueur, de devenir meilleur. Et c'est très encourageant pour la suite, parce que j'ai vu entre guillemets ce qui marchait moins, et je suis très motivé pour continuer sur cette lancée. Qu'est-ce que tu retiens de positif? On va la découper en 2 parties, cette saison assez simple. Qu'est-ce que tu retiens de très bon cette année par rapport à tes objectifs sur cette première année NBA? Ce que je retiens en premier, c'est que j'ai l'impression d'avoir saisi l'opportunité de jouer dans une équipe prétendante aux playoffs, et ça me tenait à cœur quand je me suis fait drafter entre guillemets de pas décevoir, et c'était Atlanta, c'était pas une équipe en reconstruction, fallait directement être dans le vif du sujet, avec des superstars, avec des jeunes joueurs, des vétérans qui veulent gagner des matchs, quoi. Donc cet aspect-là de m'être intégré, et que au final l'organisation, l'équipe a compté sur moi pour remporter des matchs de saison régulière, pour pouvoir prétendre à des playoffs. Je pense que c'est
plus grand accomplissement que de cette Le fait saison. qu'on t'ait responsabilisé, que tu aies répondu bien à ça. Exactement. Et si tu as des petites choses que tu avais envie de faire ou de réaliser et que tu n'as pas complètement réalisé? Les playoffs. Les playoffs, on a gâché 2 opportunités de jouer des playoffs. Et pour avoir touché du bout des doigts, parce que les play-ins, c'est quand même un autre niveau aussi. J'étais très très frustré de ne pas avoir... et je pense que j'étais pas le seul dans mon équipe, parce que on était tous des compétiteurs. Mais non, très frustré d'avoir touché du bout des doigts ces playoffs. Et on le voit là, quand on voit les matchs, c'est un autre niveau, et tout le monde en parle. Il y a la saison régulière, il y a les playoffs. Et non, là où en saison régulière, il y a des matchs qui ne comptent pas vraiment. En playoff, chaque match compte, chaque possession compte. Et non, l'intensité, la qualité du jeu, que ce soit tactique ou physique, c'est un autre niveau. Et ça me rappelait aussi un peu, ça m'a un peu rappelé l'Europe, au final, où sur une saison, chaque possession compte. Non, un petit goût amer de ne pas avoir saisi cette opportunité. Mais bref. Ça donne de la dalle pour la suite un petit peu. Exactement, ça donne. J'ai un été pas mal, très chargé. Et ça donne de la motivation pour continuer à travailler. Et en tant qu'équipe aussi, continuer de grandir. 10 mois après ta draft, où tu as été appelé numéro 1, ce qui est le rêve de... On a tous rêvé, nous, plus ou moins grand ou petit basketteur dans sa chambre, que le commissionnaire de la NBA appelle notre nom. Tu as vécu ce rêve-là, avec toute la pression qui va avec. Je t'avais déjà demandé à Vegas, mais tu m'avais dit non, les choses se sont faites naturellement. Est-ce que 10 mois après, une fois que ta première saison est terminée, tu sentais qu'il y avait une pression spéciale ou qu'il y a quelque chose peut-être dont tu te rends compte que maintenant sur être un numéro 1 de draft? Raconte-nous ce que c'est d'être dans la peau, dans une saison rookie, d'être un numéro 1 de draft. Je pense que déjà c'est un rêve et faut pas négliger cette partie. J'ai le souvenir je vais te raconter un peu comment ça s'est passé, mais j'ai le souvenir, je me fais drafter, donc je suis sur un nuage, il se passe mon rêve prend forme, quoi. Et j'ai le souvenir de célébrer avec ma famille, etc., de rentrer à l'hôtel, ouvrir mon téléphone et voir pas mal les gens qui réagissent, et pas forcément toujours positifs. Et à ce moment-là, je me suis dit je me suis promis de pas les laisser avoir raison et surtout de pas les laisser m'impacter. T'avais conscience que Zachary Isaché, qui arrivait de Bourg-en-Bresse, numéro 1, c'est ce que les journalistes font, savent très bien faire, de dire bon, c'est un numéro 1 par défaut, c'est une draft, c'est une petite draft, tout ça. Tu étais au courant un petit peu de ce qui se passait, de ce qui se disait? Je dirais j'ai été courant. J'ai été mis à l'évidence après, surtout que aux États-Unis, tout est à un autre niveau, si je peux dire. Les médias, c'est énorme, tout le monde réagit sur les réseaux sociaux, ça a une grande importance dans la vie de tout le monde, donc énormément de gens réagissent. Et non, juste à partir de ce moment-là, j'ai voulu me mettre dans ma bulle et de faire comme je fais toujours au final, c'est-à-dire travailler, pas faire de bruit et juste laisser le terrain parler. Et je pense que se mettre dans sa bulle et au final j'ai gardé les mêmes habitudes que j'avais à Bourg dans mes routines de travail et dans mon approche du jeu. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à garder les pieds sur terre et pas me laisser impacter par tous les messages entre guillemets négatifs, parce que les messages positifs on en reçoit toujours, hein, faut pas négliger ça, mais peu importe la qualité du message,
pas se laisser impacter, que ce soit positif ou négatif. Je pense que c'était important de rester concentré. Est-ce que tu as l'impression, je te coupe juste parce Ouais. que tu as l'impression qu'une Summer League, une saison NBA pleine après, où tu finis dans le top 3 pour être rookie de l'année, au moment où on enregistre, on ne sait pas toujours qui va être le rookie de l'année, on va ouvrir ce chapitre après. Est-ce que tu as l'impression, quoi qu'il arrive, rookie de l'année ou pas, que ton titre de numéro 1 de la draft, après cette saison-là, après cette année, ces 12 mois quasiment, bah en fait, maintenant, il n'y a plus de débat. Ouais, j'ai l'impression D'avoir répondu comme il fallait. J'ai l'impression d'avoir répondu comme il fallait. Et au final, une petite précision quand même, j'aimerais pas qu'on se méprenne, mais je l'ai pas fait pour les autres, je l'ai fait pour moi et pour l'organisation, entre guillemets. Juste, c'est, voilà, j'ai toujours travaillé pour moi et pour juste pour être le meilleur joueur possible et être le meilleur dans ce que j'aime faire. Et au final, non, j'ai l'impression d'avoir répondu aux attentes. J'ai pas l'impression d'avoir volé la place de numéro 1 à qui que ce soit. Et non, je suis plutôt satisfait de ma saison. Et pour le coup, après avoir expérimenté une saison NBA, j'ai l'envie et je suis très excité pour les saisons à suivre. Bon, alors, ce trophée de rookie de l'année, tu vas l'avoir ou pas? Bah, T'es dans le top 3, t'es dans les 3 finalistes. Dans le top 3. Jalen Wells et Stephen Castle. Les deux sont de très bons joueurs. Ils ont fait une très bonne année rookie. Après, je pense que c'est difficile de juger sur. Les trois ont eu des saisons différentes, tout simplement, où voilà, c'est difficile. On n'a pas le même registre, mais Pas le même registre, pas le même contexte. Pas le même contexte. Non, tout est différent, donc c'est ça, je pense que c'est difficile à évaluer. Mais voilà, j'ai mes chances et je pense. J'espère pouvoir l'avoir et non, ça serait un accomplissement. T'as bien fini quand même cette deuxième partie de saison. T'as été 2 fois rookie du mois de la conférence Est. T'as mis des cartons. T'as fait 4 matchs à 30 ou plus cette saison comme un rookie. Et puis surtout, t'as bien fini. Il y a cette sortie notamment à 38 points face aux Nets où là, on a vu une gamme très large. Parce que on sait que des fois, t'es un shooter, tu peux mettre 38, aller sur du drive and kick, mettre dedans, t'es dans un bon soir. Là, on a vu quand même une gamme très large. On a vu un joueur NBA, même si en face, les Nets, ils étaient déjà à Copacabana, mais en tout cas, t'as montré une gamme et t'as montré quel joueur t'étais devenu. Ouais, je pense que en plus, ça arrive à la fin de la saison et je pense que tout le travail que je mets quotidiennement a été mis en avant ce soir-là. Dans ma tête, j'ai jamais été qu'un shooter ou qu'un bon défenseur. Je peux faire plein d'autres choses et c'était cool, voilà, de pouvoir le montrer sur un parquet NBA au monde entier. Et non, j'étais très très heureux de faire une performance comme ça et ça m'a aussi montré que qu'en termes de scoring en NBA, je peux mettre des points, quoi, et je suis... Tu l'as senti ce soir-là qu'il y avait un truc spécial? T'as senti que ce soir, je me sens bien. Ce que je l'ai senti, je dirais non, parce qu'il y a des fois où je me sens très très bien et je finis à 0,6 ou à 1,6. Ça, je connais, j'avais fait ça toute ma carrière, mais... je mets le premier tir, je me dis, oula, ça va être un grand soir. Au final, c'est le seul tir que je mets. Donc, j'essaye de rester... peu importe si je me sens à l'aise ou pas, de rester neutre. De rester neutre sur comment je me sens, et de rien changer à ma préparation ou à mon approche du match. Mais c'est vrai qu'après, une fois que il y a la mi-temps, il y a
façon, les points, ils sont affichés, tu regardes. Là, le troisième quart-temps, tu continues de dérouler, en fait. Et t'as les informations, tes coéquipiers disent, ouais, il faut que tu ailles chercher 40 points, mais au final, pour moi, je reste dans mon match, je reste concentré. Et je déroule, je lis le jeu, en fait, et je réponds du mieux possible à ce que propose la défense. Et au final, non, je suis juste dans mon monde, quoi. Zachary, tu dis que t'es bien, tu lis le jeu. Moi, ce match-là, 38 points, j'étais très frustré. 2 sur 5 sur les lancers francs. Ouais. Tu peux pas faire 40, tu peux pas mettre 41, là? Tu peux pas passer cette barre de 40 pions. Moi, tu sais, je me dis, je regarde le match. Alors, je le regarde le matin quand je me réveille, je vois 38, donc je m'envoie le match. T'es là, tu mets tout, tu fais des spins, des trucs, des dunks, des 3 points. T'arrives, tu fais 2 sur 5 au lancer, tu mets pas 40? Écoute, comment? Non, mais 40? faut pas tout faire la première saison. Il est bon, très bien. Tu vois, je veux dire, faut... Je vois tout à fait. C'est une bonne réponse. C'est une très bonne réponse. On t'a vu donc offensivement faire plein de choses et on a vu sur ta palette. C'est quoi offensivement maintenant ce que ton prochain grand axe de travail pour devenir vraiment plus régulier offensivement, que même les mauvais soirs, tu sais que tu as des minima qui sont plus élevés. C'est quoi ton axe de travail en attaque? Je pense que offensivement, je pense le ball handling, j'ai envie d'être plus serein avec la balle et de pouvoir me débloquer des situations où je dépends pas forcément de si l'équipe joue bien, si on se fait des passes, et voilà, d'avoir cet aspect-là de mon jeu que je peux sortir pour me débloquer des situations ou pour lancer mon match. Parce que voilà, j'ai des souvenirs aussi où j'ai fait des très bons matchs et des matchs où pas j'ai été mauvais, mais juste le jeu venait pas à moi et au final j'ai été moyen, alors que voilà, comme si j'avais pas eu le destin de mon match entre les mains, parce que voilà, je dépendais d'un collectif aussi, et j'ai envie d'aspirer un peu plus et d'être un peu plus de prendre un peu les choses forcer en main. ton destin par moment. Exactement, c'est exactement. Et puis je pense que c'est important et que ça a toujours été l'axe de développement. Et puis je sais que j'en suis capable. J'ai toujours été un joueur qui est un peu créatif et qui aime faire des passes, ou même qui aime avoir la balle en main. Mais on va dire que j'ai pas été toujours dans des situations, je pense à mes premières années pro, où c'est ce qu'on me demandait de faire. Mais je suis sûr que c'est la suite pour moi. On parle d'attaque, j'ai envie qu'on parle de défense. C'est l'une de tes qualités premières. Pour moi, tu es appelé à être un défenseur élite en NBA. Tu l'as montré en Europe, c'est ce qui t'a permis avec l'Asvel de commencer aussi, d'être le plus jeune joueur à commencer dans un 5 majeur en Euroleague. C'est comme ça que tu as gagné tes premières minutes en pro, en NBA. Quelle a été la grande différence pour toi quand tu t'es mis des grandes pelées défensives sur les meilleurs attaquants du monde? Ça a été quoi ta première réaction? En vrai, un peu de fierté. Un peu de fierté quand tu as l'habitude de voir les plus grands que tu voyais à la télé, que tu te levais au milieu de la nuit pour les regarder, que tu regardais sur Touquet, peu importe, et te dire que non, c'est toi qui défends sur eux, c'est génial. C'est génial, et puis tu progresses énormément. Et moi, après, j'ai le souvenir, c'est pas ma meilleure expérience, mais il y a un soir où les Suns viennent à Atlanta et le coach me dit tu vas défendre sur KD, et au final il en met 30 sur ma gueule, mais vraiment les 30 c'est sur moi, et j'étais vert. Je me dis mais
Comment? Parce que t'avais bien défendu ou pas? J'avais bien défendu. Ouais. J'avais bien défendu. Si vous avez des clips à mettre, c'était des bonnes défenses. Mais juste, le gars est super grand, il a des skills, il bouge bien, tout ça. Et au final, et à chaque fois que je rentrais, le coach me sortait. Les gens, ils voyaient, j'étais affecté. Tout le monde me disait non, mais tu peux rien faire, c'est le meilleur attaquant du monde, t'inquiète, c'est pas grave. Mais moi, j'étais là, non. Pour moi, c'était humiliant. Après, maintenant, j'en parle parce que ça me fait rire, parce que c'est Kevin Durant et je l'ai idolâtré, je l'ai regardé toute mon enfance. Mais voilà, avoir pu défendre sur lui, c'était juste quelque chose de génial. Après, ça va pas en rester là. J'ai quand même, j'aspire quand même à pouvoir mieux défendre, même si, alors, moi je leur disais, mes coéquipiers, j'en ai rien à foutre que ça soit le meilleur joueur, le meilleur attaquant du monde. Genre, non, juste. Tu mets pas 30 points sur. Il sera encore là l'année prochaine. Pas aux Suns, mais il sera encore l'année prochaine. Donc tu pourras prendre un peu ta revanche. Ouais. Mais voilà, des soirs comme ça, il y en a énormément. Après, non, c'est juste hyper... Je t'avais demandé à Vegas sur qui tu avais souffert le plus, mais là, je vais te poser une question différente. Qui t'a éteint un vrai bon attaquant que tu as réussi à moi, où tu t'es dit, oula, là, je suis... Là, ça y est, je suis dans les réductions de distance, dans le truc, je le tiens, je suis dans sa tête, je l'éteins. Je pense... Et après, éteindre, c'est un grand mot parce que voilà, ils arrivent toujours. Ces mots m'appartiennent. Ils arrivent toujours à se débloquer les situations. Sur qui tu as eu des bonnes sensations avec les arbitres, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs où j'ai eu des bonnes sensations. Je pense que c'était un match. Ce qui me vient en tête, c'est contre Karl Anthony Towns, où c'était même pas prévu que je défende sur lui, mais voilà, décalé sur le poste 4. Et je pense il nous avait défoncé aussi sur les matchs précédents. Et c'était au MSG. Et je pense que j'avais fait du très bon boulot sur lui parce qu'il avait eu du mal. Je l'avais embêté, quoi. Il avait demandé des fautes. Oui, il demande beaucoup de fautes. Mais il a été très bon. En plus, là, on enregistre le lendemain de la victoire des Knicks à Détroit. Il a été très bon. Donc on va laisser Karl Anthony Towns tranquille dans ses playoffs. Tu te situes où aujourd'hui par rapport aux meilleurs défenseurs de la Ligue? Alors, pas les intérieurs, parce que même si tu peux défendre sur les intérieurs, on rappelle que tu fais quoi, 2-6, 2-7? Ouais, 2-6. Bien grand. Donc, mais tu es plus sur des défenses extérieures. Par rapport à des Lou Dort, à des Marcus Smart, à des Drew Holiday, donc là, je prends très large. Hein. Ouais. Mais comment tu te situes par rapport à ces mecs-là? Parce qu'on sait que tu es quand même capable de mettre des pressions on et off-ball de très, très haut niveau. Je pense que moi, depuis que je suis arrivé en NBA, le gars qui m'inspire, c'est mon coéquipier, Dyson Daniels, qui fait une saison historique au final. Et j'essaie beaucoup de m'inspirer de lui dans sa manière de lire le jeu, de la manière dont il utilise ses mains, la manière dont il met les bons coups, les bons contacts au bon moment. Non, c'est impressionnant ce qu'il fait et j'ai beaucoup appris en le regardant cette saison. Parle-nous de lui justement, parce que ça a été l'une des belles surprises cette année, lui qui arrivait des Pelicans. Nous, on a eu la chance de le voir avec l'Australie au JO. On voyait déjà son évolution défensive, mais même c'est un bon attaquant. Parle-nous de ce profil de joueur. Il n'a pas l'air très bavard, mais ça a l'air d'être quand même un mec sur le terrain mauvais à prendre en 1 contre 1. Non, très mauvais, très mauvais. De toute façon, ceux qui ont essayé, je pense qu'il y a 3-4 situations dans la saison pour le game winner où en fait il te pique juste la balle dans les mains. Et ça arrive pas, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est vrai, t'as raison, quand tu le regardes sur le terrain, il est très... C'est un taiseux, ouais. Ouais, il est... il est concentré, il est dans son truc. Après, à l'extérieur, c'est un gars, il est très drôle. Il a... Comme on dit, il a la connerie, genre... Il
il aime la vie, quoi. Donc non, c'est très, très bon délire. Et puis en plus, il a, je pense que c'est le gars qui se rapproche le plus de moi en termes d'âge. Donc voilà, on a nos bons délires ensemble et c'est cool de d'avoir quelqu'un voilà, de jeune qui est passé parce que toi tu passes 2 ans auparavant. Donc très, très, très bon gars. La fin de saison des Hawks, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça a déjà bougé. Landry Fields, le GM, a été coupé. Il y a beaucoup d'interrogations sur Quinn Snyder qui vont arriver. Comment tu le vis, toi parce que Landry Fields, c'est un mec qui était venu te voir à Bourg-en-Bresse. Ouais. C'est un mec qui t'a voulu. C'est lui qui a dit on a le premier choix de draft, je veux Zachary. Quelle relation tu avais avec lui? Est-ce que tu as eu des mots pour lui quand il s'est fait couper? Et est-ce que ça t'a un petit peu affecté? Est-ce que tu te poses des questions pour la suite? C'est là, je l'avais un peu expérimenté pendant la trade deadline, où tu vois vraiment que la NBA c'est un business. Mais là, non, là, je pense que tout le monde était un peu choqué. J'ai appris qu'il se faisait couper le lendemain. Donc, je crois que c'était 2 jours après la fin de saison. Le lendemain après le dernier match, en fait, j'ai un entretien avec lui, Kyle Korver et Osni, le nouveau GM. Et en fait, où il me parle voilà, de mon année rookie, qu'ils étaient très fiers de moi et de ce que j'avais pu faire cette année en tant que rookie. Voilà mon approche quotidienne. Ils ne s'attendaient pas à ça, etc. Et en fait, je sors du rendez-vous, je suis heureux. Je me dis, je vais partir en vacances, tout va bien se passer, etc. J'ai accompli voilà, T'as fait le boulot, quoi. J'ai fait le boulot sur cette année. Et le lendemain matin, je reviens, donc 2 jours après la fin du dernier match, je reviens dire au revoir à tout le monde et je l'apprends là. Je me dis, oh, ça choque un peu, ça choque. Personne n'était au courant et non, en fait, c'est juste. C'est un business, quoi. Et évidemment, après c'est difficile j'étais pas proche de lui, c'est difficile quand il y a cette relation voilà GM joueur, surtout en NBA j'ai l'impression que c'est très séparé, mais ça n'empêche que quand il m'a drafté que c'est lui qui m'est drafté, c'est lui quand j'ai eu des moins bons matchs qui m'ont envoyé des messages, quand j'ai eu des très bons matchs qui m'ont envoyé des messages. Ça reste quelqu'un qui a eu un impact sur ma première saison NBA, donc non, évidemment, quand il s'est fait couper, j'ai envoyé un petit message pour de bon courage pour la suite, quoi. Et puis voilà, au final j'ai l'impression que c'est comme à la trade deadline, on avance vite juste après. J'ai envie qu'on ouvre le dossier et tu sais lequel je veux qu'on ouvre. Trae Young. Je veux que tu nous parles de Trae Young, qui est certainement l'un des joueurs les plus clivants de la ligue, certainement l'un des plus talentueux aussi. Comment il est comme leader? Sur le terrain, on le voit un peu, où on peut s'interroger des fois par ses agacements. Moi, j'ai toujours l'impression que ce mec-là, il se sent pas assez considéré, qu'il a l'impression de pas avoir assez de considération des gens, et il rajoute des choses. Je sais pas, en fait, j'arrive pas à cerner trop ce personnage. Alors toi qui le côtoies évidemment différemment, de manière différente, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Trae Young en tant que leader de terrain, leader de vestiaire? Je pense que Trae, il est pas apprécié à sa juste valeur, dans le sens où en venant, j'ai entendu beaucoup de critiques. Enfin, j'ai entendu que c'était un joueur critiqué. Et au final, non, dès que j'ai passé une super saison, et je pense que c'est en grande partie grâce à lui aussi, où voilà, j'ai pu apprendre énormément, j'ai pu m'affirmer en tant que joueur aussi grâce à lui. Et non, petite anecdote, je viens d'arriver à Atlanta avec Dyson était là aussi. Et il nous a invités chez lui à OKC, passer le week-end pour qu'on puisse faire connaissance, on a mangé avec sa famille, etc. Donc
j'ai l'impression qu'il y a, dès le début... Petit business, il vous a fait venir en business? Ouais, on était bien, on était Ouais, bien. c'est un beau gars, très en fait. Mais dès le début, voilà, il a voulu mettre les bases et puis pendant l'année, on voit qu'il soutient ses coéquipiers, qu'il, qu'il est attaché à la ville d'Atlanta aussi et que non, enfin, moi j'ai le souvenir à des interviews où tout le temps il disait Zach, c'est Leroy, Tyson, c'est J-Boy, etc. En fait, il est, ouais, il est attaché à son équipe et c'est un bon leader. Et sur le fait que lui, on a l'impression qu'il se sent. C'est à la fois un mec qu'on a très vite dit, il est surcoté. Et c'est un mec, après, on dit finalement, il est sous-coté quand il est pas All-Star. Il y a jamais de nuance avec Trae Young. Après. Lui, il le sent, ça. Est-ce qu'il y a un côté. Est-ce qu'il se sent mal aimé? Est-ce que toi, tu ressens ça par moment? Tu le vois frustré. On l'a vu au play-in, très frustré face à Orlando. Est-ce que tu as l'impression qu'il se sent pas considéré à sa juste valeur? C'est ce que tu nous dis un petit peu, mais est-ce que lui, il le ressent? Je pense que s'il le ressentait, il a fait le deuil de ça et qu'il est au-dessus de ça maintenant que voilà, il se connaît, il sait qui il est, il sait le bel attaquant qu'il est, il sait, et j'ai l'impression que il est pas en recherche de considération de quiconque, et je pense que c'est ça aussi qui fait sa force sur la durée de la saison où il est juste super régulier, que ce soit dans le scoring, ou pour passer la balle, c'est un maître, il maîtrise son art, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que qu'il se permet pas de s'en foutre, mais de se dire, voilà, je suis au-dessus de ce que pensent les gens de moi et que moi, je vais faire mon truc avec mon équipe dans la ville qui m'a drafté. Et je pense que, voilà, ça l'impacte plus. Zach, tu viens de terminer 10 mois entre ta draft, la Summer League, la saison NBA, avec donc un Final Four de NBA Cup, avec un play-in. Avec le recul maintenant que tu as, parce que tu es en vacances, c'est cool d'être un joueur NBA? Ouais, c'est cool. C'est cool. C'est ce que tu imaginais un petit peu quand tu étais plus jeune? Franchement, moi étant plus jeune, j'imaginais que le côté basket. Et au final, tu te rends compte que y a pas que ça. Qu'il y a énormément de choses qui arrivent, avec. Et non, c'est... Le lifestyle, il est différent qu'à Bourg. J'ai juste... j'ai dû m'adapter, entre guillemets, et je trouve que c'est que c'est génial, parce qu'en fait, moi, je m'attendais pas forcément. Après, peut-être parce que j'ai toujours été concentré sur mon truc. Mais au final, j'ai jamais regretté de pas me mettre informé plus tôt et juste de vivre le truc au jour le jour et d'apprendre petit à petit avec mes coéquipiers ce que c'est d'être un joueur NBA entre guillemets hors terrain, tout ce qui vient avec, l'argent évidemment, la notoriété dans la ville, etc. Ça, c'est un énorme changement quand même, l'argent. Ouais. À Bourg, j'imagine que tu gagnais bien ta vie. Combien tu gagnais à Bourg? Nous, ici, on parle. À Bourg, il me semble que j'étais à 100 000 la saison. Ok. Donc, ce qui était plutôt bien pour... ça fait à peu près 10 000 par mois. Ouais. À peu près. Là, le changement... Un peu moins. Un peu moins. Là, c'est 12 millions la première année, ce sera 24 ta dernière année. Millions la saison. C'est un énorme changement. Alors, on connaît tes parents, on se doute bien que tu vas pas faire tout et n'importe quoi, mais c'est un changement de vie pour toi, pour ta famille aussi. Comment tu le vis, ça? Tu parlais du lifestyle, que ce soit les maisons, les voitures. En fait, tout change quelque part. Tout change. C'est vrai que alors, tout change, mais pas tout de suite, pas du jour au lendemain. Okay. Parce que
voilà, tout l'été, ton lifestyle il commence à changer, mais t'as pas l'argent encore. Ça veut dire que tu dois. Voilà, je demandais encore à mes T'étais encore en Clio 2 quand t'allais en Summer League à Vegas. Non, pas à Vegas, mais. Enfin, si, pour la Summer League. Mais voilà, tout l'été, l'argent il arrive qu'en octobre. Donc ton lifestyle il change et au final, bah, t'as pas le. Après, je dépensais pas beaucoup à Bourg, donc c'était pas un problème. Mais voilà, ça arrive un peu plus tard que ce que j'aurais pensé. Mais quand ça arrive, c'est choquant limite parce que c'est pas la première, mais la deuxième, ça arrive toutes les 2 semaines. Et en fait, tu dis c'est ça toutes les 2 semaines, c'est impressionnant. Et au final bah, tu t'adaptes, tu t'adaptes plutôt bien. Tu t'adaptes plutôt bien. Et j'ai envie de dire aussi quand. Voilà, tout le monde a tout le monde a. Après, ça, les contrats, ils varient, mais tout le monde a accès à cette fortune. Et c'est vrai que moi, par exemple, je comprenais pas pourquoi à Las Vegas, j'arrive, on me donne 1000 balles pour manger dans une enveloppe. Pour moi, c'est 1000 balles comme ça, c'était choquant. Mais au final, tu regardes les restaurants, tu peux pas manger en dessous de 500. Moi, le dernier mec qui m'a donné 1000 balles dans une enveloppe, j'ai fini en garde à vue, hein, je te dis direct. Hein. Et j'avais rien fait. Mais ça c'est les filles qui vous donnent, enfin les filles, non, c'est ce qui vous donne à vous en déplacement pour vos frais, pour vivre. C'est ça. En Summer League, c'était une enveloppe carrément, mais pendant la saison, avec voilà, le groupe NBA, c'était par téléphone. Et on recevait l'argent via une application. Mais ouais, en fait, ton style de vie change. Quand tu dois manger en déplacement, c'est vite dans des restaurants où tu privatises. Donc, en fait, tu te rends compte que voilà, l'argent, enfin, le style de vie correspond bien avec l'argent que tu reçois, même ouais, que ça soit, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Après, c'est moi l'argent, mais tout ce qui est mis en place pour nous médicalement, où tu te dis on a accès à... Enfin, moi, des fois, il y a 3 kinés, ils sont sur moi pour être sûr que je sois performant le lendemain. Donc, en fait, voilà, tout le lifestyle, il est différent et tout change rapidement. Il y a évidemment l'argent et puis aussi la qualité le confort dans lequel on est mis. On voyage dans des grands dans des beaux hôtels, dans des Vegas, j'ai vu, bel hôtel. Hein. Bel hôtel. Voilà, on a des kinés à disposition 24/24. C'est quoi le premier kiff que tu t'es fait? C'est une question un peu bateau, mais c'est quoi le premier kiff que tu t'es fait? Premier kiff, je dirais, c'est ma voiture que donc j'ai fait un leasing, c'est sur 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, tu peux décider si tu la gardes ou pas. Et j'ai acheté une Porsche Cayenne S, donc voilà, qui me faisait envie depuis un certain temps. Donc je me suis dépêché de passer mon permis aux États-Unis. Ah, tu l'avais pas, tricheur, c'est facile aux États-Unis. Ouais, mais il y a quand même administrativement, c'est quand même compliqué. Il faut un numéro de sécurité sociale, Ok. Enfin bref, Mais bon, une fois dans la voiture, tu sais pas conduire en manuel. Si, parce que j'ai passé mon permis français juste avant de partir aux États-Unis. Bravo. Mais avec le permis français, tu peux pas conduire, je crois que tu peux conduire que 3 mois aux États-Unis. Ok. Après, il te faut le permis. En tout cas, en Géorgie, c'est comme ça. Mais non, du coup, je me suis vite dépêché de passer mon permis pour pouvoir conduire ma nouvelle voiture. Et franchement, je pense que c'est le premier kiff que je me suis fait. Ouais, c'est toujours cela, mais en même temps, j'imagine les premiers kiffs. On est en plein play-off. Les premiers tours, là, il y avait pas mal de trucs. Je veux que tu me dises, tu vois qui champion? J'ai 2 avis. Je pense que Cleveland peut remporter, voilà, peut être champion. Mais j'ai envie de croire aussi que les Clippers peuvent faire la surprise et au moins accrocher, voilà, une finale NBA.
Boston? Après, il y a énormément d'équipes. Mais pour moi... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pour moi, mais voilà, les équipes, entre guillemets, qui m'ont le plus interpellé. Après, même à l'ouest, il y a OKC aussi, mais non, je pense que les Clippers peuvent faire un coup. Voilà, on l'a vu encore hier soir, où voilà, ils ont déroulé face à Denver. Et non, Boston va être embêtant, mais... Cleveland Clippers en finale. Ouais, je vois bien ça. Après, peu importe qui gagne, ça sera... C'est des très beaux playoffs. C'est déjà des très belles playoffs, ouais. Mais, Zachary, dernier petit chapitre avant de te laisser, ça fait un petit moment qu'on est ensemble déjà. L'équipe de France. Là, tu es en vacances, tu un petit break, mais l'équipe de France, ça va arriver d'ici le milieu de l'été. Va falloir que tu gagnes ta place, malgré tout, tu es dans le groupe élargi. Freddy Fotouk, c'était ton coach à Bourg, vous avez une relation spéciale. Il va falloir quand même aller gagner sa place. Il y a un vrai croisement de génération en ce moment en équipe de France. Parle-moi un petit peu de tes ambitions aussi avec ce maillot bleu. Bah ouais, bien sûr, comme tu l'as dit, il va falloir gagner sa place. C'est ce que je veux faire pour cet été. Moi, je veux pouvoir représenter, mon pays sur la scène européenne. Donc non, juste beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie. Comme tu l'as dit aussi, il y a un changement de génération, donc très excité de pouvoir en faire partie. Et je pense que voilà, moi en grandissant, on nous a très bien préparé comment dire, à assumer ce nouveau statut là, à prendre la relève. À prendre la relève. Et je pense que voilà, on a eu de très bons exemples. Et non, j'ai juste très hâte de pouvoir essayer de gagner ma place à la préparation pour pouvoir jouer ce taureau-là. T'as parlé un peu avec Victor dernièrement? T'as des nouvelles de lui? On n'en a pas, nous. Il répond pas au téléphone, le mec. Tu sais ce qu'il en est? Il joue au foot au Costa Rica. Ouais, j'ai vu ça. J'ai pas de nouvelles de Victor depuis un moment. Mais voilà, On m'a dit que j'étais fâché. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais voilà, je pense que mentalement, ça a pas été facile de voir sa saison s'arrêter comme ça. Donc non, je sais qu'il prend soin de lui, qu'il fait en sorte de revenir encore plus fort que ce qu'il était déjà. Donc non, ne t'inquiète pas, je pense que tu entendras très vite parler de lui à nouveau. Très bien, c'est rassurant. Écoute, ça fait 2 fois qu'on se voit cette année, on dit jamais 203, on se verra à l'Euro, j'espère. En tout cas, si tu es parmi l'équipe, nous, First Team, comme chaque été, on sera sur place pour la deuxième partie de la compétition sur les matchs éliminatoires. Merci Zach, c'est un grand plaisir. Merci à toi. À chaque fois, tu connais maintenant la maison, tu connais les murs, on a mangé ensemble avant. Tu es chez toi ici à First Team. Merci Zach. Allez, à bientôt. Merci. Ciao.